mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi ci ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee ci li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Ndeye Astou Ndiaye. Vous êtes docteur en sciences politiques, maîtresse de conférences titulaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes secrétaire exécutif du cercle de réflexion Nubian Lan. C'est initiative de recherche et d'analyse panafricaine. Oui, un cercle de réflexion. Vous êtes auteur de romans et de nouvelles, membre du CUD, le collectif des universitaires pour la démocratie, pour dire que oui, vous êtes à votre place dans une émission qui parle de politique ce dimanche. Contexte oblige. Bonjour et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Baye Omar, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui en face de vous à cette émission Objection que je suis depuis plusieurs années maintenant et je vous félicite pour tout le travail que vous faites. Et, grâce à vous autres universitaires quelque part. Nous avons beaucoup de numéros d'universitaires et d'intellectuels et merci pour ça. Merci pour votre disponibilité surtout. Mais merci beaucoup à vous, c'est nous. Alors, il est question d'actualité, une actualité qui s'affole, Ndeye Astou Ndiaye. Quel bilan tirez-vous après une semaine de campagne électorale? Quel bilan tirer? On reste dans la perplexité en fait, dans la mesure où on n'a jamais eu un contexte électoral comme c'est actuellement. On a eu 15 jours de campagne électorale qu'on va avoir en lieu et place de 21 jours. On a eu un processus électoral qui a été à un moment donné bloqué par le fait d'une abrogation de la convocation du collège électoral. Et donc, à partir de là, on se rend compte que, justement, il n'y a pas l'effervescence attendue. L'effervescence habituelle en temps de campagne, on ne la voit pas aujourd'hui. On ne la voit pas parce que, tout simplement, les candidates ont été plus ou moins prises au dépourvu, j'ai l'impression. Et donc, toute cette animation qu'on avait pendant la campagne, on ne la voit pas actuellement. Il n'y a pas d'effervescence? Effectivement. Il y a vraiment un manque récurrent d'effervescence. On donne 3 minutes après aussi aux candidates à la chaîne nationale. Et on voit vraiment qu'il n'y a pas ce qu'on était habitué en fait à voir en période de campagne électorale. Néanmoins, ce qu'on peut retenir, c'est que les candidats qui s'étaient pris à l'avance ont eu le temps de faire le tour du pays et aujourd'hui ils sont à Dakar et dans les environs. Par contre, ceux qui n'ont pas eu le temps ou les moyens matériels et même humains pour le faire, ils n'auront pas du tout accès à l'intérieur du pays. Ah oui, mais justement de ce point de vue, il y a des profils qui se dégagent. Quelle perception vous en avez? Quelle perception? Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le visage des candidats a changé. La trajectoire des candidats et candidates a changé. A changé dans quel sens? C'est qu'on était habitué à avoir des politiques. Purs et durs. C'est-à-dire des candidats qui ont pour vraiment option et pour profil que la professionnalisation en fait de la politique. C'était des professionnels de la politique qu'on voyait en temps normal. Moi, je peux parler de 93, 2000, 2012 et maintenant. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un changement. Et ce vent de changement, c'est avec les technocrates, ce qu'on appelle aujourd'hui soit des technocrates, soit des technopolitiques. Et ce sont, voilà. Et donc, ce sont des visages aujourd'hui, des profils qui changent le jeu politique, qui change la sociologie électorale. En bien ou en mal?
on peut pas dire en bien, c'est pas dans une vision manichéenne en fait, en bien ou en mal. Pas forcément. Il y a un peu de tout dans ces technopolitiques, faut voir. Il faut juste voir d'ailleurs les programmes pour voir que... Justement, nous en parlons de ces projets de société déclinés par chacun des candidats. Là également, avez-vous justement jeté un coup d'œil sur ce qui jusqu'ici a été décliné comme programme? Je les ai parcourus tous. J'ai parcouru les 19 programmes. J'ai eu du mal à en trouver un que j'ai pu avoir avant-hier. Je l'ai parcouru rapidement, un peu moins que les autres, malheureusement. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on a un peu de tout. Ah oui. Il y a des programmes qui sont très structurés. On sent qu'il y a un travail de fond, une fouille qui a été faite, c'est-à-dire que le candidat et une équipe ont pris le temps de partir de la situation telle qu'elle est là, d'un constat, d'un diagnostic. Oui, diagnostic, oui. Et ce diagnostic fait des allers-retours entre le passé et le présent pour construire un futur. Et donc, ce sont des programmes très structurés. On en a vu, j'en ai rencontré. Par contre, dans d'autres, on se demande, mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement? On a l'impression qu'on part du néant pour aller à l'aventure. Et on n'est pas du tout à l'heure de l'aventure. Mais c'est une démocratie qui se construit, si on peut parler de démocratie. C'est en tout cas c'est en tout cas un regain démocratique. Et donc, à partir de ce moment, on peut se permettre d'avoir, je ne dis pas du tout, mais on peut se permettre d'avoir des offres différentes. Oui, des offres différentes dans la diversité, dites-vous, mais il y a quand même des caractéristiques, des thématiques ou des offres qui quand même attirent votre attention en termes de perspective. Qu'est-ce que vous en dites? Ce que je dirais, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans un programme, c'est de voir les valeurs, les principes, les actions. Quand je dis les valeurs, c'est par rapport à l'idéologie. Je lis un programme, je peux sentir, mais si le candidat et l'équipe qui a eu à préparer le programme sont de gauche ou de droite, sont des libéraux ou des socialistes, entre guillemets. Mais dans tous les cas, on doit avoir cette perception-là. Les valeurs doivent ressortir. Au-delà des valeurs, on doit avoir des principes. C'est-à-dire quels leviers ils vont utiliser. Et ces principes-là vont découler, bien entendu, des principes. On ne peut pas avoir des principes de droite avec avec des valeurs de gauche. C'est pas possible. Et donc, il y a une certaine logique. Et en fin de compte... Encore que c'est transversal, de plus en plus. Oui, mais... quand même, il doit y avoir une certaine logique. Un soubassement. Un soubassement. Et ce soubassement-là, c'est vraiment ce que moi j'entends par valeur. Et à travers ces valeurs qui vont nous conduire aux actions à mener, et ces actions à mener-là, c'est vraiment en partant de quelque chose, c'est-à-dire d'un existant. Et c'est à partir de cet existant-là qu'on doit pouvoir construire un programme qui peut vraiment faire tilt, qui peut vraiment créer ce qu'on appelle, je ne veux pas employer le mot émergence, mais en tout cas ce qu'on peut appeler une sorte d'ébullition en fait. Et cette ébullition-là, on peut, à travers certains programmes, l'apercevoir. Par contre, dans d'autres, on se pose la question de savoir, mais où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont? Parce que parfois, on a même du mal à comprendre ce qui est derrière une phrase, deux phrases, un paragraphe, ce qu'ils entendent par un point. Et beaucoup d'entre eux ont mis l'accent sur les assises nationales, sur les conclusions de la CNRI. C'est très bien, parce qu'en fait, il y en a qui ont signé en plus le pacte de la bonne gouvernance, proposé normalement par deux associations, en l'occurrence Sursaut Citoyen et Demain Sénégal. Mais outre cet aspect des assises nationales et des conclusions de la CNRI, il y a une façon en fait de poser les questions en fait. On ne peut pas se dire oui, je m'appuie sur les assises nationales, oui, je m'appuie sur les conclusions de la CNRI, sans qu'on puisse le percevoir en fait dans le programme. Et ça, c'est quelque chose, parce que par exemple, moi j'ai lu un programme dans lequel je n'ai pas du tout vu le mot démocratie.
du début jusqu'à la fin. Je me suis dit, bah, si je rencontre les auteurs de vous les avez rencontrés quelque part? Oui, on en a rencontré certains. Par contre, malheureusement, on n'a pas eu ce candidat-là dont je parle. Voilà, en l'occurrence, on n'a pas eu ce candidat-là. Et donc, si moi, en tout cas, si j'avais pu rencontrer les auteurs de parce que je pense que c'est un travail d'équipe de ce programme, j'allais leur poser la question de savoir, mais est-ce que c'est fait expressément ou pas, alors qu'ils partent quand même de la logique des assises nationales et de celle des conclusions de la Vous avez quelque part des partisans de la continuité et des autres de la transformation, pour ne pas dire de la rupture. Oui, quel entendement en faites-vous? Faudrait-il s'inscrire dans une dynamique de rupture ou de continuité? On peut pas s'inscrire... Oui, mais on ne peut pas s'inscrire dans une dynamique de continuité. La crise récente nous a montré qu'on est dans un système politique qui montre aujourd'hui ses vraies failles. Quand je dis système politique, je mettrai l'accent plus sur le régime politique présidentialiste, qui aujourd'hui nous a montré ses limites. D'aucuns parlent même d'hyper-présidentialisme. Mais c'est le présidentialisme qui est comme ça. C'est-à-dire qu'on rompt avec la séparation des pouvoirs. On rompt avec tout ce qui est partage des tâches. C'est un homme ou une femme qui décide de tout. Et on nous l'a montré avec carrément un blocage du processus électoral le 3 février 2024. Alors qu'on était à quelques heures du début de la campagne électorale. Les faits invoqués ne vous paraissent pas légitimes? Non. Parce que quelque part, l'exécutif a été saisi par le législatif sur la base de soupçons annoncés. Cela ne vous semble pas légitime dans le cadre du rapport entre les institutions et du dialogue des institutions? Ça aurait peut-être créé chez les citoyens un soupçon aussi, hein, si tout était normal jusqu'ici, si on avait une situation normale. Pour vous, on est dans la normalité? On n'était pas dans une situation normale. On a eu un processus électoral, si on peut l'appeler processus électoral, qui a débuté, qui a été interrompu. Mais avant cela, on a eu quand même une situation. On a dans ce pays une situation depuis 2021 qui est assez critique. On peut y revenir après. Mais ce que je peux dire, c'est que le 3 février, ce qui s'est passé, c'est que on nous parle d'un soupçon, mais on ne parle pas de début de preuve. Je ne parle pas de preuve, de début de preuve. Et du moment où on n'a pas de début de preuve, on ne pouvait pas penser vraiment à la véracité des propos en fait, qui ont conduit justement à ce blocus-là. Pas de preuve, pas de début de preuve. Et donc, on ne peut pas nous obliger à nous dire « stop, ça s'arrête parce que j'ai décidé ». Mais c'est le présidentialisme qui veut le jeu. J'ai décidé, moi, chef de l'État, d'arrêter, d'abroger le décret qui convoquait le corps électoral le 24 février 2024. Et donc, on a vu ce qui s'est passé. Heureusement, au Sénégal, moi je dis toujours que les sociétés politiques comme les sociétés civiles doivent faire très attention. Doivent faire très attention parce qu'on est en face d'un peuple que ni les politiques ni les sociétés civiles ne maîtrisent. C'est-à-dire que le peuple sénégalais décide de son sort. Oui, à chaque fois qu'il est convoqué, il répond. Effectivement. À sa manière. À sa manière. Oui. La population sénégalaise, elle décide de ce qui lui va et de ce qui ne lui va pas. Très consciente, voulez-vous dire? Très consciente. Des enjeux. Oui. Et je dis toujours, pas plus tard qu'hier, j'en parlais, on a eu à un moment donné le camp du pouvoir, l'opposition, et l'opposition, c'est en l'occurrence Pastef, Sonko à la tête. Donc on avait Macky Sall contre Sonko. C'était ça, en fait. Et on avait tendance à oublier le peuple. Non, mais c'est ce qu'on voyait. Quand on fait un discours et que ça ne semble pas aller dans le sens du pouvoir, on est vu comme un pro ou pro-Sonko. Et quand on fait l'inverse, on est vu comme un pro-Macky ou une pro-Macky. Et à un moment donné, on était entre les deux. Sauf que la population, à un moment donné, nous a montré qu'elle était responsable. Et elle était surtout incontrôlable.
Pourquoi? Parce que en 2021, on était dans le contexte du Covid, donc il y avait un certain ionamarisme, on était enfermés à partir de 21h. Les jeunes ne sont pas habitués à ça. Tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? On accuse un homme politique de viol, etc. Normal, on sort. Mais on ne sort pas parce que forcément il y a quelque chose qui a été touché ou quelqu'un qui a été touché, mais c'est un tout qu'il faudrait encore analyser. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé au bout de l'analyse de cette situation de 2021. Et donc, il se passe cette situation-là, les populations sortent. Très tôt, on se dit, ceux qui sont au pouvoir, on va arrêter ça. Plus jamais, ça va se reproduire. Qu'est-ce qu'on voit? Des voitures de police un peu partout, la gendarmerie un peu partout. On voit des armes un peu partout. Et à un moment donné, je pense que les gens du pouvoir ont oublié que le fait de voir quelque chose tout le temps amène à une sorte de démystification. Le peuple a démystifié tout ce qui était AIE, c'est-à-dire l'appareil répressif d'État. Et donc, d'un autre côté, on a un autre homme politique qui dit, si vous m'amenez en prison, les jeunes vont sortir. Ils ne vont pas se laisser faire. On l'amène en prison quand même, personne ne sort. Ça veut dire que le peuple est conscient, il sait ce qu'il fait. Par contre, quand on lui dit, on arrête un processus électoral, stop, tu n'es plus convoqué le 24, tu n'as plus le droit de jouir de tes droits de citoyen, le peuple sort et réclame ce qui lui est, ce qui lui revient, c'est ce qui est sien, c'est-à-dire sa constitution, ce qui donne ce qui est l'âme de la République. Et c'est ce qui s'est passé exactement. C'est-à-dire que il ne faut pas se targuer de dire oui, les sociétés civiles, non, ou les sociétés politiques, non. Le peuple sort quand ça lui chante. Parfois, si ça va du côté d'un opposant, ça lui est bénéfique, oui. Si c'est du côté du pouvoir aussi, oui. Mais là, tout le monde revendique le peuple. Faudrait-il le définir? Vous avez parlé de société politique, de société civile. Finalement, ce peuple-là, qui est-il et d'où vient-il? Quand je dis le peuple, je ne pense pas fort parce que quand je parle des sociétés civiles, c'est les sociétés c'est des organisations, en fait, les organisations de la société civile. Ce qu'on appelle communément les OSC, qui sont organisées, auxquelles moi-même j'appartiens. Mais en fait, le peuple, la population, ou je vais dire le peuple de manière claire, le peuple est en dehors de tout ça. De tous ces appareils. De tous ces appareils-là. Le peuple n'est pas dans les sociétés civiles, voilà. Le peuple n'est pas non plus dans les sociétés politiques. Le peuple, ce qu'il sait, c'est que c'est un peuple, il a des droits, il doit jouir de ses droits, c'est-à-dire qu'il ressent le besoin d'être libre. On lui a dit qu'il y avait une constitution, une charte qui existe et qui édicte justement ce qui fait sens à la nation sénégalaise constituée de peuples. Et donc, à partir de ce moment, il se dit, si on nous dit qu'on doit et qu'on peut faire ça, c'est-à-dire aller voter le 24, et que quelques jours avant, 3 semaines, c'est un homme qui dit « j'ai décidé d'abroger », là, on est un peu perdu. Finalement, quel est notre droit? Je parle au nom du peuple. Et donc, à partir de là, ils se disent, on reprend ce qui est nôtre, ce qui nous revient très, très, très loin. Quelle est la caractéristique de ce que vous expliquez, de ces considérations? Un peuple qui sait, qui prend conscience et qui édicte sa loi, finalement, a-t-il triomphé avec les décisions rendues par le Conseil constitutionnel? Ah oui. Oui. Ah oui, le peuple a triomphé et le peuple finit toujours par triompher. C'est mal comprendre le peuple et surtout le peuple sénégalais, encore une fois. Il y a une certaine spécificité avec le peuple sénégalais. En quoi il est spécifique? Parce qu'en fait, c'est un peuple qui a cet art, a ce qu'on appelle aussi des valeurs, qui se retrouvent, qui se perd, peu importe. Parce qu'aujourd'hui, on sait que sociologiquement parlant, ça ne va pas. Socialement parlant, ça ne va pas. Les ressorts ne tiennent plus. Mais en même temps, c'est un peuple qui sait dire stop. Jusque-là, vous pouvez y aller, mais c'est à moi de décider quand ça va s'arrêter. Du sort de ce pays. Voilà. À un moment donné, en 2011, qu'est-ce qu'on avait entendu? On avait entendu touche pas
à ma constitution. C'était le mot. Touche pas à ma constitution. Là, ils ne disaient pas touche pas à ma constitution. Ils étaient sortis. Je peux en parler parce que j'ai fait des manifestations. Et donc, particulièrement... Ça veut dire que... J'étais sortie. Voilà. Par exemple, le vendredi qui a succédé le fameux samedi 3, je pense que c'était le vendredi 9, j'étais sortie en tant que manifestante parce que j'ai senti qu'on avait touché quelque chose qui m'appartenait. Et ça, voilà, c'était quelque chose qui m'était cher. Je ne m'occupe pas de qui l'a fait, je ne m'occupe pas de l'opposition ou encore une fois, quelle est l'expression que vous avez politiques. voulu donner? C'était en fait de dire stop. On réclame ce qui est notre. Vraiment, nous réclamons ce qui nous revient de droit, c'est-à-dire le droit d'aller voter le 24 février. Alors, et il n'y a rien qui nous empêche, il n'y a pas de crise institutionnelle dont il a été question, ce qui a été évoqué notamment, qui faille pour qu'on puisse se dire stop, on arrête tout. On ne peut pas arrêter comme ça. Voilà. Oui, parce que finalement, vous vous êtes retrouvé dans les décisions rendues par le Conseil constitutionnel, oui, de poursuivre le processus qui est déjà enclenché. Effectivement, on ne pouvait pas faire autrement. Et puis d'ailleurs, beaucoup de structures se sont levées. Et là, je parle des structures qui constituent les organisations de la société civile, se sont levées pour dire au Conseil constitutionnel, prenez vos responsabilités. À un moment donné, il y avait une certaine peur, parce qu'on sait qu'à un moment ou à un autre de l'histoire, le Conseil constitutionnel n'a pas été au rendez-vous. C'est toujours déclaré incompétent. Effectivement. Donc à un moment donné, il y avait lieu d'avoir peur, d'avoir des craintes. Sauf qu'ils nous ont montré qu'ils savaient aussi prendre leurs responsabilités et ils savaient aussi prendre des décisions. Et cette fois-ci, on ne peut pas dire que la décision est allée du côté du peuple. Moi, je pense qu'ils ont dit le droit. C'est tout. C'est tout. Et avoir dit le droit, c'est avoir permis justement que ce processus se reste chevillé au droit. Voilà. Pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection, que ce soit Ndeye Astou Ndiaye et les docteurs en sciences politiques. Ndeye Astou Ndiaye, vous avez justement parlé des activités de la campagne électorale, vous avez parlé du profil des candidats, des programmes qui sont déclinés ça et là. Aujourd'hui, oui, la justice dans la démocratie. Aujourd'hui, il est question de saisir de la justice. Quand je parle de la justice ici, c'est le Conseil constitutionnel, mais plus tard, on a vu le pourvoi du Parti démocratique sénégalais, c'est-à-dire des candidats spoliés. Et justement, la décision, nous la connaissons, qui a été rendue, où la Cour suprême a rejeté ce pourvoi. Quel entendement en faites-vous? Quelque part, nos juridictions, en termes de séparation des pouvoirs, tiennent le coup? Je dirais pas ça, parce que ce serait aller un peu... ce serait être paradoxal. Dans la mesure où, comme je l'ai annoncé à l'entame de mon propos, on est dans un régime présidentialiste. Et je l'ai dit tout à l'heure, le régime présidentialiste est connu pour rompre avec tout ce qui est séparation. Déjà, ce qui se passe, c'est que on est dans un état, il faut le savoir, hybride de par notre histoire, en fait, qui est entretenue par la colonisation, par notre histoire à nous. Et donc, à partir de ce moment, si on s'en tient à des valeurs africaines, il y a le vivre collectif, la séparation ne fait pas partie de nos logiques. Et donc, à partir de ce moment, si on adopte en plus un régime présidentialiste, on voit tout de suite ce que ça crée. Il y a un chef. Le chef, c'est quelque chose qui est bien connu dans les sociétés africaines, par tous les moyens. Par le système de caste, par le système, par les âges, on va dire, mais il y a toujours le système de chef qui existe. Et donc, à partir de ce moment, on a une imbrication des institutions. Et si on prend maintenant l'exemple de la justice, dans le politique, dans la justice, et qu'on a un chef d'État qui est à la tête de tout ça, le chef d'État est à même en fait de pouvoir donner un coup de fil par-ci, par-là, de dire faites ceci, faites cela. Peu importe le ton qu'il va utiliser, mais c'est quelque chose auquel on est habitué dans notre système, qu'il faudrait d'ailleurs revoir.
voilà. Ou rompre, hein? Oui, revoir, oui. ou en tout cas revoir comment faire en fait pour le rendre un peu plus, excusez-moi du terme que je vais employer, mais un peu plus moderne. Beaucoup aujourd'hui nourrissent encore des craintes. Effectivement. Ces craintes sont-elles justifiées parce que quelque part, des craintes par rapport à la poursuite du processus électoral, alors que le Conseil constitutionnel a déjà donné sa décision, la Cour suprême également. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette crainte? Cette crainte peut être justifiée par la rupture de confiance. La rupture de confiance, la confiance aujourd'hui, c'est une denrée très rare dans notre société. Pourquoi? Je disais dans un article que j'ai écrit il y a quelques jours que en fait c'est devenu banal, mais on ne se fait plus confiance. C'est-à-dire même quand on donne rendez-vous à quelqu'un à 16h, la personne va venir à 16h30 parce que dans sa tête, il y a une heure sénégalaise et que la personne qui lui a donné rendez-vous va forcément venir en retard. C'est une sorte de rupture de confiance. Et ça crée après des conséquences économiques, sociales, mais aussi politiques. Parce que ça nous amène à ce qui nous est amené, ce qui nous est arrivé le 3 février. Attendez, on est en pré-campagne, on est en campagne électorale dans 10 heures. Non, je sors pour dire tac, stop, on arrête tout. On se dit, mais on est où? La parole, qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui dans notre société? Alors que la parole, c'était quelque chose de très fondamental. Si on fait référence à nos sociétés vraiment de façon endogène. Peu importe comment on va l'appeler, mais en tout cas, les valeurs sociétales qui nous ont toujours animés, c'était des valeurs qui donnaient en fait un certain cran à la parole donnée. Et je dis toujours, c'est pas pour rien que les grands-parents disaient ça m'a gagné paille. Sur la ceinture de mon père, ça représentait quelque chose. Et si je te dis je te tue aujourd'hui, soit tu meurs, soit je meurs, mais je vais aller à l'action. Et c'est ce qu'on ne voit plus. On banalise la parole donnée pour après revenir sur des choses et ça crée une sorte de rupture de confiance qui part de la société, déjà des familles, pour aller dans l'espace public que nous partageons tous et toutes, c'est-à-dire les sociétés civiles, les sociétés politiques, ceux qui en sont un peu externes, qu'on peut appeler le peuple, qui est vraiment pas organisé comme les organisations de la société civile et les organisations politiques. Et donc, à partir de ce moment, on doit se questionner aujourd'hui sur l'après-élection. Oui, mais si élection, il y a. Parce que vous parlez tout de suite de crainte. Il n'y a pas encore place aussi quand même. Effectivement. Mais en même temps, on peut se dire qu'on est confiant dans la mesure où ce qui aurait pu bloquer encore une fois le processus, c'est ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire le procès et la saisine de la Cour suprême. Mais bon, on savait nettement, il n'y avait pas lieu de faire du droit poussé pour savoir que la Cour suprême allait débouter le Parti démocratique sénégalais et ceux qui se disent des candidats spoliés. Alors, oui, toujours dans le profil par rapport aux candidats, une seule femme. Là également, quelle lecture? On a une avancée par rapport à 2019, où il y avait 0 femme. C'est pas assez. C'est pas assez et ça interroge encore nos sociétés en termes de... Une seule femme qui bouscule déjà les papiers, comme on dit, les tendances. Oui, parce qu'elle parle très souvent de génération. Par contre, moi, vraiment, le terme de génération, il y a d'ailleurs un des candidats qui n'est pas allé au bout, qui parlait de génération d'idées. Je trouvais son expression très sensée, parce qu'en fait, en termes de génération, pour moi, il ne faudrait pas rompre avec l'existant de façon très brusque. C'est-à-dire venir dire oui, ce sont des papis, des mamies, on les met de côté, et puis nous, on avance, on a besoin des papis, des mamies, on a besoin des jeunes. On est dans une société, encore une fois, avec des logiques africaines qui se veulent collectives, un ordre social qui veut qu'il y ait communication, qu'il y ait dialogue, qu'il y ait interconnexion. Une interconnexion entre
les âges, entre les sexes, et c'est ce que l'Afrique a toujours connu. Et donc, à partir de ce moment, on ne peut pas se dire on se débarrasse d'une catégorie d'âge et puis on reste avec cette catégorie-là. On a besoin de tout. On a besoin, encore une fois, de dialogue, mais pas au sens où l'avaient entendu récemment certains en termes de dialogue national. Alors, justement, quand vous parlez de peuple, il y a dans le peuple la jeunesse, de plus en plus engagée, surtout sur les questions politiques également. Cette jeunesse, elle est confrontée à multiples problèmes. Parmi ces problèmes, il y a le chômage. Les candidats, chacun d'entre eux, décline des propositions, pour ne pas dire des solutions, pour accueillir cet électorat constitué de jeunes. De ce point de vue, il y a question, mais il y a aussi réflexion. Laquelle? Il y a question dans la mesure où on se dit, mais on a eu Senghor, on a eu Diouf, on a eu Wade, on a eu Macky Sall qui nous avait promis des emplois aussi, je ne sais plus combien de milliers d'emplois pendant 5 ans. Et Wade avait fait la promesse un peu avant lui aussi. Ils n'y sont pas arrivés. Mais pourquoi? Et donc, je pense que tout simplement parce qu'on n'a pas pris, on ne saisit pas les paradigmes qu'il faut en termes de développement. Parce que chômage, vraiment une politique contre le chômage, une politique de jeunesse, devrais-je dire. Parce que ce qui manque dans notre pays, ce n'est pas une politique contre le chômage, c'est une politique pour la jeunesse, une politique de la jeunesse. Pourquoi? Parce que tout simplement, en tant que tel, c'est un secteur. La jeunesse, c'est vraiment un secteur qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour cette raison qu'il ne faudrait pas penser la jeunesse comme une tare, se dire on est surpeuplé. On n'est pas surpeuplé. On est même sous-peuplé. Et quand j'entends très souvent les gens disent il faut limiter la natalité, etc., je dis mais attendez, on n'est pas surpeuplé. C'est juste qu'on n'arrive pas à saisir cette jeunesse, à saisir la jeunesse à partir de l'enfance. C'est une opportunité pour le Sénégal et pour l'Afrique en général. Mais c'est une opportunité du moment où on s'y arrête et qu'on mette en place les actions concrètes, c'est-à-dire une action publique. C'est pas ce qui a manqué quand même, vous avez dit. Si, ça a beaucoup manqué. Ça a beaucoup manqué. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Il y a eu beaucoup de milliards injectés. Mais avant d'injecter des milliards, je pense qu'il faudrait aujourd'hui réinterroger la jeunesse et les besoins de la jeunesse. Et tant qu'on ne s'arrête pas sur la problématique de l'éducation, qui me tient particulièrement à cœur, pour moi, on aura tout faussé. Et tant que les logiques de l'éducation et du système éducatif ne sortent pas des mains de ce qu'on appelle les partenaires technico-financiers, comme c'est aujourd'hui, on ne pourra pas s'en sortir. Parce qu'ils ont déjà une logique d'éducation, un système qu'ils nous imposent, un modèle imposé. Et ce modèle-là, on sait aujourd'hui que ça ne répond plus. C'est un modèle qui ne va plus. Ça ne correspond pas aux préoccupations africaines de façon générale, ça ne répond et particulièrement au Sénégal. Aux besoins de la jeunesse actuelle, tout simplement. Quand je dis rupture avec les partenaires financiers, c'est vraiment par rapport à la logique qu'on a prise. On ne peut pas être un État, même si on reçoit l'aide au développement, et être dans une sorte de dictature de modèle. C'est-à-dire, vous suivez ce modèle éducatif, vous alliez y arriver. Ceux qui sont à l'extérieur du système ne peuvent pas décider à la place de ceux qui vivent le système. Tout ce qui se décide sans moi se fait contre moi. Et donc, ça se décide sans la jeunesse. Forcément, ça se fait contre la jeunesse. Comment ça se traduit ça se traduit en des termes clairs sur le fait qu'on a aujourd'hui... Je ne peux pas parler de système éducatif. Le système éducatif sénégalais n'existe plus. L'école publique sénégalaise n'est plus rien. Depuis quand? Depuis la période des ajustements structurels, ça s'accroît. On est arrivé maintenant à un niveau où c'est très visible. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un tout petit peu de moyens, peu importe la classe sociale à laquelle on appartient. Ce qu'on fait rapidement, c'est de sortir les enfants de l'école publique. Même quand on gagne 60 000 francs par mois, on se trouve une école privée où l'enfant peut aller de manière régulière à l'école. Parce qu'il y a la régularité.
On craint les grèves, on craint le niveau dans l'école publique. Et je ne dis pas toute l'école publique, mais dans la majorité, en fait, dans l'entendement qu'on a de façon générale de l'école publique. Et donc, tout le monde se bouscule pour sortir ses enfants du public. Alors qu'il y a 20 ans, 30 ans, c'était le contraire. Mais en quoi les partenaires sont-ils fautifs? Ils sont fautifs dans la mesure où c'est eux qui dictent les lois. C'est eux qui s'arrangent à ce que il y ait... on est toujours dans cette logique, même si on veut bien en sortir, on est toujours dans les logiques des ajustements structurels. Hein. On n'en sort pas. Et donc, on fait ce qu'on appelle du stop and go. On s'arrange à ce qu'il y ait moins de fonctionnaires, alors que les enfants sont là, ils n'attendent pas. On s'arrange à ce qu'il y ait moins d'établissements, on parle encore d'abris provisoires, c'est quand même grave pour un pays comme le Sénégal, d'accord en développement, mais on pouvait quand même dépasser le stade des abris provisoires, même en termes d'égalité des chances, en termes de justice sociale. On ne peut pas dans ce pays aujourd'hui vouloir donner une éducation équitable, de façon équitable à tous les enfants et parler d'abri provisoire et parler d'insuffisance, d'un manque d'enseignants. C'est pas possible. Il faudrait que l'État s'arrête sur ça. En dehors de cet aspect, les programmes, c'est-à-dire le curricula, on ne peut pas encore continuer à se dire, oui, ce qui s'est passé, la conférence de Berlin, connaître mieux l'histoire de la France, de l'Europe, mieux que notre propre histoire, sur laquelle nous ne nous entendons même pas. On a vu tous quand les livres, quand les tomes de l'histoire politique du Sénégal sont sortis, ce qui s'est passé, telle famille, non, vous n'avez pas donné la bonne version. On ne s'est pas entendu sur ça et on veut avancer. Historiquement, si on ne s'entend pas sur ce qui est de nous, sur ce qui nous appartient et sur où nous venons et qui nous sommes, on ne peut pas avancer. On va faire encore une fois ce que je disais tout à l'heure du stop and go. Et du moment où on s'arrête pour se dire ben, ça ne va pas, essayons de voir qui sont nos partenaires et dans quelle mesure ils sont prêts à nous accompagner. Ça suppose qu'on a déjà préparé le terrain. Ah oui, et justement, ça sert à ça, les programmes. Oui, mais il y a eu les assises de l'éducation existaient quand même dans ce pays, madame. Bah, malheureusement, qui étaient aux assises de l'éducation. Il y a des gens qui étaient crédibles, qui y étaient, mais quel rôle ils y avaient? À qui revenait le droit à la parole et à l'action? C'était pas à ces gens-là, malheureusement. Et donc, ce qu'on a vu, la conséquence, c'est que on est arrivé plus ou moins à rien. Aujourd'hui, on ne peut pas penser, vu ce qui se passe, on ne peut pas penser l'éducation sans y inclure les langues nationales. Ça devient quelque chose d'imminente, à laquelle, en fait, auquel on doit aller d'office. Bien entendu, il faut s'y préparer. Parce qu'il faudrait aussi que, en termes de recherche, qu'on puisse avancer sur les lexiques, qu'on puisse proposer des ouvrages, et ça rejoint l'éducation supérieure, qui va aussi de mal en pis. Là également, ça ne va pas. Voilà, on sait que notre université a été fermée pendant plusieurs mois, mais c'est pas le seul mal. Moi, en fait, je me suis dit, quand on a fermé l'université, la meilleure chose qu'on pouvait faire, c'était s'arrêter et se dire, stop, on va essayer de partir sur de nouvelles bases. Malheureusement, ça n'a pas été fait. On s'est arrêté pour s'arrêter. On a fermé l'université. Oui, mais on a pensé aussi recourir à l'enseignement à distance. Sauf qu'on n'est pas prêt pour ça. L'université Cheikh Anta Diop n'était pas prêt. Moi, je peux parler pour la faculté des sciences juridiques et politiques. On ne nous a pas préparés à systématiser l'enseignement à distance. Du côté des enseignants comme du côté des étudiants. Un étudiant à qui on ferme le campus social, qui est dans son village à 400, 500, 600 km de Dakar, qui a du mal à trouver l'électricité, comment est-ce qu'on peut lui demander de se connecter? Et avec quels moyens? Mais les zones départementales quand même sont assez équipées. Oui, mais sauf que c'est pas tout le monde qui y est. Combien de jeunes Sénégalais, de jeunes Sénégalaises vivent dans le monde rural et n'ont pas accès à l'électricité de façon continue, ou n'ont pas accès à la connexion de façon continue. Et même s'ils avaient accès à la connexion, n'ont pas les moyens
de se payer une connexion de façon continue. On n'a pas pensé à ça, à ces gens-là. Et ils sont très nombreux, s'ils ne sont pas d'ailleurs la majorité à l'université. Parce que bon nombre d'étudiants, quand on leur demande où ils habitent, ils te disent des zones parfois où on n'est pas du tout allé. Et donc à partir de ce moment, on ne peut pas parler de justice sociale, on ne peut pas parler de justice et d'équité dans l'éducation. Sauf que c'est la base de l'éducation. Quand on parle de l'éducation, c'est vraiment donner les mêmes chances d'accès à tout le monde, au fils du villageois, au fils du ministre, au fils... Et c'est ce qu'on avait vu. Le fils de l'ancien président, du premier président de la République de ce pays a fait l'école publique. Je veux parler de Philippe Senghor. Et tout le monde savait, le voyait à Dakar. Il ne suffisait pas d'être dans une sphère sociale élevée pour le voir. C'est quelqu'un qui avait des amis dans Dakar. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de rencontrer les fils et filles en tout cas, on ne les rencontre pas dans les écoles publiques. Et on ne les rencontre pas non plus dans n'importe quelle école privée. Parce que même dans le privé, il y a des partitions, il y a des inégalités. Aujourd'hui, il y a des privés bilingues, des privés fêtes quelle est l'alternative pour vous? C'est de s'arrêter. C'est de s'arrêter et d'être sérieux si on veut vraiment avoir une éducation et si on veut avoir une république digne de ce nom, discuter. Il y a un ami qui me parlait de LOL, effectivement, et le professeur Mbaye, psychiatre, parle de NDOP national, mais il faut qu'on s'arrête et puis qu'on discute. Est-ce que ce n'est pas le moment, moment de réflexion existe quand même avec cette campagne électorale, par exemple? Effectivement. Oui. S'il y a eu quelque chose qui a été positif dans ce blocus du processus électoral, c'est qu'il y a eu un regain de réflexion qui venait de partout, des juristes, des mathématiciens, des économistes. Et ça a montré justement que, en fait, le Sénégal regorge d'intellectuels, mais au-delà de ce que je peux appeler l'intelligentsia, de talent. Même les artistes. C'est ce que je voulais dire. Oui, donc de talent. J'ai vu des clips, des capsules, c'était juste extraordinaire. Et on se dit, on a tout ça dans notre pays, mais comment on peut en arriver là? L'imaginaire, on n'interroge pas souvent nos imaginaires. Et je pense qu'on devrait s'arrêter pour interroger nos imaginaires. Tout n'a pas été mauvais quelque part. Non. Et heureusement, c'était un mal pour un bien par rapport à cela, en fait. On a vraiment senti... et ça, c'est un signe, je dirais pas de démocratie, mais de construction. De construction d'un système politique stable. Moi, je ne peux pas parler du Sénégal comme étant une vitrine démocratique, mais je préfère toujours parler d'une construction, d'énergie, vraiment d'une sorte d'énergisation de notre système politique. Pour vous, le Sénégal, du point de vue démocratique, n'a pas encore acquis cette maturité démocratique? Parce qu'il faudrait encore qu'on arrive à capter la démocratie. On n'arrive pas personnellement, je n'arrive pas à capter la démocratie. C'est-à-dire en termes de définition? En termes de définition. Oui. Pourquoi je n'arrive pas à capter la démocratie? Parce qu'on me dit de façon courante pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Pour moi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire dans la mesure où une démocratie, on l'a construit à l'aune d'un modèle. Quel est aujourd'hui notre modèle de démocratie? Si c'est le modèle occidental, on fait fausse route. On n'a pas du tout les mêmes soubassements. Vous avez la réponse? Justement, c'est ce qu'on tente de faire. Parce que pour qu'on puisse être considéré comme une démocratie, il faut que l'Occident, il faut que les organisations internationales, et même les organismes de Bretton Woods, nous donnent vraiment leur aval et mesurent nos capacités en termes de démocratie. Et donc, c'est là où ça fait un peu peur, je vais dire, parce que tout simplement, nous-mêmes, nous ne comprenons pas les logiques utilisées ailleurs pour juger notre propre démocratie, alors que c'est nous qui la vivons. Elle a vécu cette démocratie. Sommes-nous arrivés à la fin d'un modèle, finalement? Elle a un vécu, je ne sais pas, encore une fois, je n'emploierai pas le terme de démocratie. Notre système politique a un vécu qui part de loin. On a été très tôt assimilé au système électoral, c'est-à-dire le Sénégalais a très tôt voté. C'est réducteur? Non, ce n'est pas réducteur.
Mais c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui une dynamique électorale, pour ne pas dire une démocratie électorale. Voilà. Et donc, du moment où il est question de dynamique électorale, il y a beaucoup de choses qui restent. La démocratie telle qu'elle est entendue de façon générale, il y a beaucoup de choses dedans. Et finalement, c'est pour cette raison que je l'aperçois, moi, comme un idéal. Mais pour pouvoir parler de démocratie, il faudrait d'abord qu'on se dise, mais comment est-ce qu'on veut construire notre système politique? Sur quelle base? À partir de quels moyens? Est-ce qu'il faudrait se retourner vers le passé, voir ce qui se passait dans nos empires, dans nos royaumes, ou bien est-ce qu'il faudrait aller un peu plus loin dans l'empire mandé, 13e siècle, ou encore, voilà, 18e siècle, Tcherno Souleymane Baal, ou bien est-ce qu'on va aller encore plus loin, visiter l'Égypte antique? Il faudrait qu'on s'arrête encore une fois. Je veux bien qu'on parle d'histoire, mais il faudrait aussi se limiter à quelque chose. Est-ce que le point de départ, c'est 1776, Tcherno Souleymane Baal, ou bien c'est un peu avant, 1235, l'Empire du Mandé, ou bien c'est encore un peu plus loin dans l'Égypte antique? Il faudrait qu'on sache, ou bien c'est 1960, la période post-coloniale, c'est-à-dire à l'indépendance. Tant qu'on ne sait pas ce sur quoi va reposer notre système politique exactement et notre démocratie, à partir de là, on ne peut pas parler de démocratie. Moi, je parlerais de stabilité politique. Le processus démocratique nous a démontré quelque part qu'il y a un système démocratique. Bon ou mauvais, il y en a un. Le processus électoral qu'on a connu jusqu'ici, les différents processus électoraux nous ont montré qu'on sait voter, qu'on sait s'arrêter et dire ne touchez pas à notre constitution, mais on ne sait pas s'arrêter pour dire construisons un pays ensemble, construisons une nation, pensons-la. Il y a des tentatives, bonnes ou mauvaises, il existe quand même ces tentatives. Quand vous parlez de tentatives, moi j'aimerais bien savoir de quelles tentatives vous parlez. Parce que jusqu'ici, on est dans une logique de continuité. Continuité, quoi qu'il advienne. Il y a eu un changement par rapport de Diouf à Senghor. Il y a eu des changements, normal. De Diouf à Wade, il y a eu des changements. De Macky Sall, de Wade à Macky Sall, il y a encore des changements. Mais on reste dans la continuité. Vous voulez parler d'absence d'alternative? Oui. Alternative, si on veut. Parce que jusqu'ici, on nous parle d'alternance, mais ce sont pas forcément, on peut les appeler peut-être des alternances parce qu'on voit un autre visage tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 12 ans, mais c'est pas pour autant qu'on change carrément de régime politique. Ils sont à la conquête du suffrage justement pour le scrutin du 24 mars et au soir certainement on connaîtra qui va être le 5e président de la République du Sénégal. Oui, docteur Ndeye Astou Ndiaye, dites-nous quelque part, en se dessinant sur la perspective, que devons-nous retenir? D'abord sur le discours politique, ce à quoi nous assistons, l'analyser et justement pour la perspective, que retenir? Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a aujourd'hui des profils différents. On a des discours différents. Des discours, quand on les entend, on a, même si c'est des discours qui nous viennent de l'opposition, on sent quand même une dynamique de continuité. Et d'autres, on sent qu'ils veulent vraiment créer un renouvellement. Et raison pour laquelle d'ailleurs on parle de système, d'antisystème, entre autres. De projet contre projet. De projet contre projet. C'est bien. C'est bien dans un système politique, dans un pays, dans un État qui se veut vraiment en effervescence, qui se veut énergique. C'est très bien d'avoir des propositions différentes. Laquelle prendre? Telle est la question. Comment la prendre? Telle est encore la question. Ce dont par contre je suis sûre, c'est qu'on va élire un président ou une présidente de la République le 24 ou aller au second tour, peu importe. On va sortir de ce processus en tout cas avec une tête nouvelle, un visage nouveau, mais avec les socles qui ne bougeront pas finalement. Pourquoi?
Parce qu'on va élire le prochain président sur la base de notre constitution actuelle. Ce qui veut dire que pendant 1 mois, 2 mois, peu importe le temps que ça prendra, en attendant qu'on ait ou 1 an, en attendant qu'on ait une nouvelle constitution, forcément, les logiques d'hyperprésidentialisme vont être là. Comment la personne va les utiliser, en tout cas, ces socles vont être là, ces ressorts vont exister. Maintenant, je pense que la meilleure chose à faire, ce sera, dès l'arrivée au pouvoir du nouveau président, qu'il s'arrête et qu'ils disent, moi je veux vraiment que les choses soient aplaties, qu'on discute de façon horizontale, mais aussi de façon holistique, c'est-à-dire qu'on prenne en compte toutes les logiques sociétales aujourd'hui, et qu'on ne se dise pas en fait forcément à un moment ou à un autre c'est une question d'élite. Oui, l'élite à un moment ou à un autre va décider, mais décider pour qui? Pour elle ou pour tout le monde. Et je pense qu'il faut s'arrêter et qu'on puisse en fait construire notre nation, la déconstruire et la reconstruire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas forcément parler d'unité, d'indivisibilité, d'un peuple, d'un but une fois. On ne peut plus malheureusement. J'ai l'impression, plusieurs buts. La foi, je ne sais pas si elle existe encore, on s'interroge là-dessus parce que je parlais tout à l'heure de rupture de confiance et donc à partir de ce moment, on s'interroge sur vraiment des soubassements qui étaient avant une sorte de logique et qui ne le sont plus, qui deviennent illogiques, qui deviennent très perplexe en fait, très inconstant. Et à partir de ce moment, il faut forcément qu'on pose la question de façon sectorielle encore une fois et qu'on s'interroge sur tous les maux de notre pays. Oui, reste à analyser avant de boucler cette émission la gestion sous Macky Sall. Nous vivons les derniers jours ou les dernières heures ou les derniers moments d'un président sortant. Alors, finalement, quelle appréciation faites-vous pour ne pas encore tirer de façon générale le bilan du président Sall, mais que retenez-vous de cette gestion? En quelques secondes, c'est très difficile de faire le bilan de 12 ans de travail. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, il y a eu du très mauvais. Quand je dis il y a eu du bon, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'en termes d'infrastructure, on a eu des avancées. On a eu vraiment de grandes avancées. Ça, on ne peut pas le nier, on ne peut pas être nihiliste. En dehors de ces avancées, par contre, il y a eu ce que je disais tout à l'heure, du moins bon. C'est que, moi, l'humain devrait être au centre de toute chose. On a beau avoir une grande maison, si à l'intérieur les gens n'ont pas une façon de s'organiser, on fait fausse route. Et aujourd'hui, on en est là. Et je pense que c'est quelque chose qui a pris naissance depuis longtemps. Par contre, ça a été visible avec justement la fin du régime de Macky Sall. Quand je dis la fin du régime de Macky Sall, je ne parle pas forcément de 2021, mais moi je dirais avant même qu'il y ait eu son deuxième mandat, c'est-à-dire avant même 2019. Donc à partir de 2016, du moment où il avait dit avis, décision, 57 ans, il y a eu quelque chose qui s'est cassé par rapport à la confiance aux politiques. Mais les gens ne s'en sont pas forcément rendus compte. On a avancé avec le régime, il y a eu des scandales, il y a eu des choses, on a entendu, je pose mon coude sur certains dossiers. Ça encore, on peut banaliser la phrase, mais elle n'est pas banale. C'est quelque chose qui forcément touche certaines sensibilités. On se dit finalement il y a une justice pour les uns et une justice pour les autres. Celui qui n'a pas les moyens ou qui ne connaît pas quelqu'un qui ne connaît pas quelqu'un ne va jamais s'en sortir. Il suffit de connaître ou d'avoir accès au chef de l'État ou à quelqu'un qui connaît le chef de l'État et là on s'en tire, peu importe la faute commise. C'est là où justement on peut se dire
il y a vraiment des ressorts qui ont été forcément, qui ont lâché en fait et qui se sont cassés. Et c'est là où aussi où ça devient très dramatique parce que ça nous mène à une sorte de perte, de perte sociale, de perte de repères sociaux, à une sorte d'impossibilité de discuter, de dialoguer, et raison pour laquelle lorsqu'il nous a parlé de dialogue, les gens n'y ont pas cru, et c'était limite, j'avais l'impression, un délit que de participer à ce dialogue-là, parce que pour bon nombre de Sénégalais, c'était en fait participer à la triche, pardonnez-moi de un mot sur la loi d'amnistie qui a été adoptée et promulguée. C'est dommage. C'est très dommage parce que tout simplement on ne peut pas. Moi je veux bien qu'on dise djegele, djelele, pardonner, parce que voilà, on est dans une société de teranga, mais la teranga n'est plus de ce monde, je suis désolée, en tout cas du Sénégal. Il faut juste se réveiller le matin ou aller justement dans un service public, à la mairie, payer son eau ou son électricité pour voir l'accueil qu'on nous réserve en tant que Sénégalais, pour savoir qu'aujourd'hui il faut éduquer quand on parle de teranga. Il faut revisiter encore le mot teranga et la déconstruire, la teranga en termes de notions, ou peut-être même en termes de concept, peu importe la logique qu'on va utiliser. Mais ce qui est important aujourd'hui de dire, c'est que l'impunité n'a jamais rien réglé. Il faudrait que justice se fasse. Des vies ont été ôtées. Des gens sont morts. Et pas seulement des jeunes qui avaient toute leur vie devant eux, des étudiants, des enfants. Et puis en dehors de ça, il y a eu des gens qui ont été, qu'on a appelés les détenus politiques, qu'on a arrêtés. On a tous entendu les discours et puis le traumatisme de ces gens-là. Des sommes, peu importe, millions, milliards, peu importe ce qu'on va sortir, ça ne va pas arranger leur situation. Il faut que justice soit faite. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui disent que c'est dommage qu'on ait eu à voter cette loi d'amnistie et qu'on en soit arrivé là. Oui. Parce que finalement, il faut que justice se fasse pour qu'on puisse, en fait, dépasser certaines choses. Il leur reste une semaine pratiquement, puisqu'ils n'ont que 15 jours pour aller à la conquête du suffrage. Aujourd'hui, il y a le candidat de la coalition présidentielle face aux autres candidats. Selon vous, quel enseignement ou quel dernier message avez-vous à lancer pour ces différents candidats, ces 19 candidats qui empruntent le dernier virage? Ce serait très prétentieux de ma part que de lancer un message, je trouve. Mais en tout cas, ce qu'on veut, je pense ce que les Sénégalais veulent, c'est vraiment qu'on y aille dans la paix, qu'il y ait des débats programmatiques, qu'on puisse entendre le fond de leurs propositions. Que proposent-ils aujourd'hui aux Sénégalais? Parce que ça aussi, ça devient une exigence. Et dans ce processus aussi, il y a ça de beau, c'est que aujourd'hui, on parle moins des personnes, on personnalise moins, et de plus en plus, on fait focus sur les programmes. Et donc ça, j'ai trouvé très beau d'avoir 19 programmes qu'on pouvait lire, qu'on pouvait analyser de façon comparative pour faire ressortir certains points. Et donc, ça nous mène justement vers une certaine énergie, et une énergie qui ne peut conduire qu'à un bien, je pense. Finalement, le Sénégal reste le Sénégal, mais il faudrait aussi qu'on puisse se dire des vérités et qu'on puisse faire aussi justice. Justice, vérité, nous y restons en parlant de cette expérience politique des derniers moments, les moments qui nous ont valu des situations difficiles, qui restent encore des situations, en attendant de savoir au soir du 24 mars 2024 ou à l'issue d'un second tour, qui en sortira vainqueur. Question pour l'heure sans réponse. Merci encore une fois, docteur Ndeye Astou Ndiaye, qui était notre invitée. Elle est docteure en sciences politiques, maîtresse de conférences titulaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, secrétaire général du cercle de réflexion. Effectivement, on aura l'occasion certainement de revenir sur justement cette initiative qui est un cercle de réflexion, mais également le roman et recueil que vous avez publié. Un rappel sur les romans, on peut en retenir?
Une étoile qui ne brille pas pour l'amour. Et le second, c'était Commune Condition. Et bientôt, on aura un recueil de contes pour enfants et pour adultes. Le prolongement de la condition humaine d'André Malraux. Oui, mais en termes de genre, cette fois-ci. La Commune Condition touchant vraiment les violences faites aux femmes. Merci beaucoup. On est dans le mois de mars, mois dédié aux femmes également. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir bien voulu accepter notre invitation et sur ces réflexions, grosses réflexions qui ont été agitées. Oui, la réflexion se poursuit. On aura d'autres occasions pour aller encore en profondeur des sujets agités ça et là. Mais c'est ça aussi le Sénégal, le débat démocratique. Merci beaucoup. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Excellente écoute sur la 98.5. Vous y êtes, vous y restez, vous avez fait le bon choix. Au revoir, à dimanche prochain. Un grand chapeau à l'équipe digitale à la tête à l'une de Socé. Au revoir. ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faccee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé